Bonsoir, bonjour, tout dépend l'heure à laquelle vous regardez ce Daily Draft Recap. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Il est 3h40 du matin et donc, comme vous le savez, comme d'habitude, on est avec vous tous les jours, toutes les nuits. C'est le Daily Draft Recap, le petit point d'information que vous pouvez retrouver. La fatigue, ça n'existe pas. La pression, c'est dans les pneus. Vous connaissez les classiques. Donc on espère que vous avez soit bien terminé cette journée, soit que vous la démarrez la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. Attention, c'est une journée historique, journée de draft, journée avec plein de mouvements qui vont avoir lieu. Vous avez vu ce qui s'est passé déjà sur la journée de ce lundi qui a été assez extraordinaire. On en a parlé avec plein de choses à décortiquer sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Mais donc là, même actuellement, on a quand même des infos à vous donner, des petites choses. Soit ceux qui sont encore debout, faut pas tarder à aller se coucher, soit ceux qui se réveillent, un petit café, un petit DDR, comme on dit dans le jargon, et c'est parti. Vous connaissez le classique, on va pas perdre de temps. Premier bandeau, la draft. C'est ce soir. On sait qu'il y en a qui ont posé la question. Oui, la draft NBA 2020 a bien lieu ce soir. Elle sera commentée en direct sur Trash Talk avec vos commentateurs préférés. On vous conseille de prendre rendez-vous vers 1h du matin. On va redonner les infos sur les réseaux sociaux de Trash Talk et sur notre site. Mais on a envie de dire que 1h du matin pour participer à la grande messe, ce serait pas tout mal si vous ne l'avez pas encore noté dans votre agenda. Jusque-là, dans les prochaines heures, café en intraveineuse et c'est parti. Il y a de la Vosh bombe, il y a de la Shams bombe qui va tomber dans tous les sens. Je préfère prévenir sur ce Daily Draft Recap quelques petites rumeurs, mais surtout des infos importantes qui sont tombées et qui vont devenir des sujets très importants sur les semaines et les mois à venir. Petit teaser, on va tout de suite parler justement de ça. Le calendrier de la saison NBA 2020-21, des infos sont tombées dans la nuit de la part de la NBA. Tout simplement, on le savait, on avait déjà quelques dates qui étaient sorties, on en avait parlé dans un des récents Daily Draft Recap avec un début de saison le 22 décembre et une fin de saison maximum le 22 juillet, des playoffs à partir de la mi-mai, allez 22 mai à peu près, et une fin de saison régulière donc le 16, une petite pause à la mi-mars. Eh bien, dans la nuit justement de mardi à mercredi, au moment où on tourne, on a eu des nouvelles infos qui sont tombées. Pareil, au niveau des grosses informations qu'on préfère vous donner, il y en a une qu'on doit vous donner tout de suite. Prenez un Doliprane ou un Advil ou quoi que ce soit, mais échauffez-vous bien parce qu'au niveau des infos, on va prendre le temps de tout vous décortiquer. Il y a eu du lourd, ça démarre tout de suite. Les nouvelles infos concernant la saison NBA 2020-21. Alors, habituellement, comme vous le savez, une saison NBA est composé de 82 matchs de saison régulière. Sauf qu'on savait déjà depuis quelques temps qu'il n'allait y avoir que 72 matchs de saison régulière sur la saison tronquée 2020-21, qui démarre donc le 22 décembre. Ce qu'on attendait, c'était de savoir comment est-ce que la NBA allait pouvoir découper ça. Est-ce qu'il y allait avoir moins de matchs dans la conférence opposée? Est-ce qu'il allait avoir moins de matchs face à certaines équipes triées un peu sur le volet? Eh bien justement, le format, il a été donné, le voici. C'est officiel. Chaque équipe jouera 3 fois les équipes de sa propre conférence. Donc, vu qu'il y a 15 équipes par conférence, je vous ai mis là le calcul, il est rapide. 14 autres équipes fois 3 rencontres, ça donne 42 matchs au total contre les équipes de sa conférence. Je vais vous donner un exemple après pour que ce soit très clair pour ceux qui auraient un petit peu du mal à brancher les fils dans le cerveau. L'autre trentaine de matchs, donc, elle se décompose ainsi. Chaque équipe jouera 2 fois les équipes de la conférence adverse, donc vu qu'il y en a 15 dans la conférence opposée, 15 fois 2, 30, vous prenez les 42 matchs face à votre conférence, plus les 30 matchs face à la conférence adverse, et ça vous donne le total de 72 matchs. Pour mieux expliquer ça, prenons une équipe, Miami, qui vient d'aller en finale NBA. Habituellement, Miami est habitué à jouer les équipes de sa division 4 fois. Ça, c'est quand une saison régulière est normale. Donc Miami doit jouer 4 fois Washington, 4 fois Atlanta, 4 fois Orlando et 4 fois Charlotte. Cette fois, la NBA a décidé de réduire ça et de dire vous n'allez jouer que 3 fois les équipes de votre division, mais vous allez aussi jouer 3 fois les équipes des divisions adverses dans votre conférence. Ce qui veut dire qu'une équipe comme Miami va jouer autant de fois à Atlanta que 2 fois les Bucks ou les Raptors ou les Sixers. Ce sera 3. Alors évidemment, il y a des avantagés et des désavantagés. Une équipe comme Phoenix, dont on a parlé récemment, au lieu de jouer 4 fois les Warriors, 4 fois les Clippers, 4 fois les Lakers, eh bien ils vont ne les jouer que 3 fois. Mais ça veut dire aussi que pour d'autres équipes qui auraient bien aimé grappiller les petites équipes, on pense notamment à nos amis les Bucks, dont on a parlé dans l'apéro Jrue Holiday, Bogdan Bogdanovic, qui aurait pu jouer
4 fois les Bulls, 4 fois les Pacers, 4 fois les Pistons et 4 fois les Cavs, eh bien ce sont des victoires en moins potentiellement et qui sont assez précieuses dans un classement qui va être forcément beaucoup plus condensé avec cette réduction de 10 matchs. Donc voilà, ça c'est vraiment l'information la plus importante et sur laquelle on veut bien vos avis et vos retours. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce modèle qui a été utilisé par la NBA pour réduire de 10 matchs la saison régulière 2020-2021 ? Un des éléments dont tout le monde parle depuis que ces infos sont sorties, c'est le fait que on va garder, puisque vous venez de le voir, on va garder les oppositions Est-Ouest, ce qui veut dire qu'en attendant de voir le modèle de déplacement, on devrait bien avoir 2 matchs, par exemple, entre les Nets et les Lakers. On aura 2 matchs, par exemple, entre les Bucks et les Clippers. C'est un des éléments dont on attendait un petit peu plus d'infos, c'était de savoir si des équipes comme Miami et Portland, géographiquement à aller voir sur une map, qui sont quand même aux opposés, aux extrêmes sur la carte américaine, on voulait savoir s'ils allaient se jouer ne serait-ce qu'une fois, et bien ils vont se jouer 2 fois. Il y aura du domicile, il y aura de l'extérieur. Ça posera peut-être des problèmes au niveau sanitaire vu qu'il y aura beaucoup de déplacements, mais ce qui est sûr et certain, c'est que la NBA a trouvé sa méthode sur la saison à venir. Elle est adoptée et validée par les joueurs et par les propriétaires de la NBA. Voilà ce que ça va donner. Du coup, donc on récapitule, 72 matchs, 10 de moins qu'une saison régulière habituelle, et donc chaque équipe jouera 3 fois les équipes de sa propre conférence et 2 fois les équipes de la conférence adverse. Ça, c'est pour le premier point. Il est quand même très important parce qu'on le sait, le calendrier joue beaucoup de tours à un paquet de franchises et ceux qui ont un petit peu plus de chance, un peu plus de karma, peuvent parfois bien s'en sortir. On le sait que évidemment cette année est assez particulière puisque même s'il y aura du domicile et de l'extérieur, il n'y aura peut-être pas le même nombre de fans que ce qui est attendu de la part de la NBA et ce qui est attendu aussi de la part des joueurs. Voilà pour cette première info donc sur le calendrier de la saison NBA 2020-2021. Maintenant, je parlais tout à l'heure de Doliprane et d'Advil. On va en prendre 3 et des 1000 grammes. Non, évidemment, c'est juste une blague, ne le faites pas. Mais vous le voyez ici, je vous le mets. Play-in Tournament. Un nouveau format est tombé. Il est officiel et il est, on va dire qu'il est troublant. On va dire qu'il est un peu bizarre. Là, cramponnez-vous vraiment parce que j'ai passé un petit peu de temps à essayer de le décortiquer. On va vous expliquer tout ça au fur et à mesure dans les futurs apéros sur le site de Trash Talk. Vous pouvez même aller sur les réseaux sociaux. J'ai un petit peu décortiqué ça pour que vous puissiez comprendre en vous décrottant les yeux le matin. Alors, on avait eu l'année dernière un modèle où on avait donc un certain match maximum d'écart. Je crois que c'était 4 victoires maximum entre les équipes dans ce play-in tournament pour pouvoir se jouer. Et on avait eu notamment Memphis et Portland qui s'étaient affrontés. Portland qui avait fini par battre Memphis dans ce play-in tournament et qui avait pu jouer les playoffs avec le premier tour face aux Lakers. Pour la saison à venir, la NBA a changé beaucoup de choses et je vais vous expliquer tout ça. Voici les nouvelles règles pour le play-in tournament. Je rappelle en termes de date, une fois que la saison NBA est terminée le 16 mai, nous aurons un play-in tournament entre le 17 et le 20 mai, puisque les playoffs démarrent le 22 mai. Pendant ces 3 jours, voilà ce qui va se passer. Le 7e de la conférence jouera à domicile face au 8e de sa conférence. Quoi qu'il arrive, je préfère le dire tout de suite, il n'y a pas, en tout cas au moment où on vous parle, il n'y a pas de mention de la part de la NBA d'un nombre de victoires ou d'écart maximum. Si vous êtes 7e, quoi qu'il arrive, vous participez à ce tournoi et vous jouez à domicile face au 8e. Le vainqueur de ce match entre le 7e et le 8e, il est 7e, il va en play-off, tout se passe bien et il joue donc le 2e de la conférence. Pendant ce temps-là, le 9e va devoir jouer face au 10e. Ce sera donc celui qui va être appelé le 9-10 game, tandis que l'autre ce sera le 7-8 game. Pour ceux qui ont du mal avec la langue de Shakespeare, on vous donne la VOSTFR. Le 9e jouera donc à domicile face au 10e et le vainqueur de ce match, 9-10, jouera face au perdant du match 7-8. Ce qui nous donnera donc un espèce de Game 7, puisqu'on aura le vainqueur du match 9-10 face au perdant du match 7-8. Ces deux équipes s'affrontent, il n'y a qu'un seul match à jouer, et le vainqueur de ce match, il est 8e et il va en play-off. Alors, forcément, déjà on vous laisse le temps d'essayer de comprendre ce système, mais forcément, il commence déjà à y avoir des critiques. Parce que, comme je l'ai dit en préambule, pour le moment, la NBA n'a pas du tout communiqué sur un nombre d'écarts maximum. Ce qui veut dire que si vous êtes 10e de votre conférence et que vous avez 8, 9 victoires d'écart avec le 9e, eh bien vous participez quand même au play-in tournament et sur un coup de chaud, eh bien vous pouvez passer.
Et vous pouvez justement éliminer le 9e. C'est comme ça. Le 7e, qui a peut-être 10, 12 victoires d'avance, ou même ne serait-ce que 4, 5 victoires d'avance sur le 8e, va devoir quand même participer à ce tournoi, va devoir se coltiner le numéro 8, et justement espérer que ça passe pour ne pas tomber dans un mauvais délire et se dire j'ai bossé pendant 6 mois pour ensuite me faire ken sur un tournoi d'un week-end. C'est justement ça qui est un petit peu tendu et qui pourrait créer de fortes critiques. Moi j'ai pu notamment en discuter avec certains déjà sur les réseaux sociaux et c'est vrai que pour le moment on a des retours assez virulents. Ce qui est sûr et certain, c'est que d'un point de vue purement marketing et ambiance, ça va être une dinguerie. Parce que j'ai fait notamment l'essai, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Si on reprenait les playoffs de cet été, puisque vous avez vu, on avait eu un play-in tournament avec cette bataille avec notamment les Suns qui étaient presque à la bataille en étant invaincus. Finalement, c'était les Grizzlies et les Blazers qui s'étaient affrontés dans le play-in tournament. Voilà comment ça se passerait si on reprenait un petit peu le modèle de cet été pour que vous puissiez comprendre. Dallas était 7e de la conférence Ouest. Ils auraient donc dû jouer Portland, 8e, sur un seul match. Le vainqueur de Dallas-Portland, sur ce one game entre du très très chaud Doncic et du très très chaud Lillard, aurait été 7e et aurait affronté les Clippers. Ce qui veut donc dire qu'on aurait pu avoir un petit Blazers-Clippers au premier tour des playoffs plutôt qu'un Blazers-Lakers. Donc le vainqueur de ce match entre Dallas et Portland aurait été 7e. Le perdant de ce match entre Dallas et Portland, aurait affronté le vainqueur du match entre le 9e et 10e, qui est donc Memphis face à Phoenix, à l'époque dans la bulle. On le sait, les Grizzlies enchaînaient beaucoup de défaites pendant que les Suns étaient absolument invaincus. Donc les Suns auraient pu, par exemple, taper les Grizzlies, être le vainqueur de ce match 19, et affronter le perdant du match entre Dallas et Portland pour être potentiellement 8e de la conférence Ouest au buzzer, en gagnant ces 2 matchs du play-in tournament. Voilà ce qui aurait pu donc se passer avec un Suns versus Mavs ou Portland assez extraordinaire. Forcément, quand on fait une rétrospecte, comme on dit, une équipe comme Phoenix, qui est invaincue, qui bat Memphis par exemple, pour jouer le match de la muerte et qui affronte le perdant de Dallas-Portland, ça aurait été une dinguerie médiatique et c'est là-dessus que la NBA veut parier. Je préfère être très clair avec ceux qui tout de suite sortent leur couteau, leur kalachnikov et leur grenade. C'est un test qui a été acté sur la saison à venir uniquement. La NBA ne va pas prendre de risques, ils sont dans l'expérimental, donc ils vont essayer de montrer aux fans ce que ça peut donner. Ils vont essayer de voir avec les joueurs, avec les managers, si c'est quelque chose qui a du sens. Est-ce qu'ils vont rajouter le nombre d'écarts, de matchs de victoire d'écart qu'on avait vu cet été à Orlando? C'est fort probable, parce qu'à mon avis, ça va pas mal gueuler sur cette histoire de comment ça, je suis 7e, je me suis cassé le cul et je dois quand même me battre contre le 8e sur un match d'élimination, alors que j'ai quand même fait tout le nécessaire. Peut-être que la NBA sera la première à dire bah si t'es 7e et que t'as autant d'avance, bah vas-y, montre-le. Sur un match d'élimination, normalement, tu dois dominer. Mais en tout cas, ça risque de créer de grosses conversations tout au long de la saison, rien que là déjà sur la semaine à venir, et lorsque le tournoi approchera fin mai. Je vous remets donc les infos, ça fait beaucoup à digérer en un jour de draft, mais on voulait quand même vous tenir au courant parce que c'est une très grosse nouvelle et qui va revenir sur le tapis et sur la table autour du mois de mai et donc de la moitié du mois de mai puisque ce sera un tournoi entre le 17 et le 20 mai. Maintenant, on va quand même devoir parler de joueurs. Parce qu'un daily draft recap, on va pas parler que de calendrier, ça va 2 secondes, hein. On n'est pas non plus sur un site de calendar. Russell Westbrook, on avait déjà parlé un petit peu dans certains daily draft recap, il n'y avait pas beaucoup de traction sur le marché, et je le mets notamment dans le bandeau, c'est le calme plat autour du Brody, alors qu'il y a plusieurs rumeurs autour de Monsieur James Harden, ça n'a pas bougé, on en a très peu autour de Russell Westbrook, mais dans la soirée, certains étaient encore debout au moment où Shams Charania, le reporter de The Athletic, nous a envoyé une petite bombinette nous indiquant que les Wizards étaient en discussion avec les Rockets autour d'un transfert John Wall versus Russell Westbrook. Oui, nous ne sommes pas en 2016, vous avez bien entendu, John Wall versus Russell Westbrook. Ça a un petit peu discuté. Au moment où ce Daily Draft Recap est tourné, il n'y a pas non plus eu trop de traction et de dynamique autour de ces discussions. Ce sont des prémices, c'est de la dragouille. On essaye de voir ce que ça peut donner. D'un côté, on le sait, les Rockets n'ont pas énormément d'attraction sur le dossier Westbrook. 2 autres équipes qui ont été mentionnées, donc on vient de dire 1, parce que là je dis 2, il y a 3 doigts. Les premiers, donc c'est les Wizards qui viennent de rentrer dans la danse. Les suivants, ce sont les Knicks, où il y a une petite discussion en interne entre Leon Rose, le nouveau boss de New York, et Tom Thibodeau. Thibodeau qui serait plus pour essayer de récupérer un seul Westbrook. Leon Rose qui est plus sur la carte de la patience à vouloir récupérer des jeunes à la draft et bien choisir ses contrats à la free agency. Et l'autre équipe, évidemment, c'est Charlotte. Charlotte, on le dit en simple et en clair,
la draft de ce soir, si LaMelo Ball, il est disponible, ils le prennent. S'ils ne peuvent pas le prendre, le focus, il est tout de suite sur le dossier Westbrook, puisque Jordan, on en avait parlé dans un autre Daily Draft Recap, aimerait bien avoir le Brody justement dans son effectif. Du coup, il y a cette rumeur entre les Wizards et les Rockets. Laissons de côté les Hornets et les Knicks. Nous avons donc à Washington un Bradley Beal qui, selon le general manager Tommy Shepard, ne bougera pas. Il a été très clair dans sa communication, le patron de Washington, il ne transférera pas Bradley Beal. Par contre, de pouvoir lui montrer que l'avenir est à Washington, ou du moins qu'il veut faire les efforts, le manager, pour lui apporter de l'aide, eh bien c'est en ça qu'il pourrait avoir une nette amélioration. On rappelle au poste de meneur que M. John Wall, il n'a pas joué de match officiel depuis quasiment 2 ans. C'était en décembre 2018, si je ne dis pas de bêtises, à la moitié du mois de décembre 2018. Donc, il y a toutes ces interrogations du côté de Washington. Gros contrat pour John Wall. On sait aussi que Washington, qui a besoin de montrer donc à Bill qu'il peut être compétitif dans la capitale américaine, eh bien, ils ont peut-être des assets, c'est-à-dire des petits joueurs et des pics de draft à balancer à Houston. On le sait, la priorité là pour Houston, c'est de faire monter les enchères autour de Harden et de Westbrook. Peut-être que si Washington commence à mener la danse, ça pourra se concrétiser dans les prochaines semaines. En tout cas, avant qu'il y ait eu cette espèce de petite breaking news de la part de Shams Charania, on était sur un marché extrêmement calme, extrêmement plat pour le Brody, ce qui est dommage pour lui. C'est quand même un joueur de level All-Star qui a montré des très bonnes choses à Houston, mais entre son historique de blessures, son style de jeu, son âge et tout ça, et peu de joueurs aussi peut-être qui ont envie, peu de joueurs de très haut niveau qui ont envie de jouer avec lui, eh bien ça pose des problèmes et donc Houston se retrouve un petit peu coincé. D'ailleurs, on veut bien votre avis. Qui vous pensez qui va être transféré le premier entre Harden et Westbrook? C'est une discussion qui est dans tous les comptoirs et dans tous les salons de Houston et du Texas en ce moment. Et on veut bien justement vos réactions là-dessus. Voilà pour la rumeur. Donc Russell Westbrook, je vous le mets donc calme plat, hormis à Washington, où c'est en train de s'emballer. Peut-être qu'on pourra avoir un transfert. John Wall et une brouette d'assets, donc des pics de draft et peut-être du joueur de talent, Troy Brown Jr., Rui Hachimura ou d'autres, ou peut-être le pic de draft de Washington de cette saison et des saisons à venir contre Russell Westbrook, ce sera à suivre de très près. La dernière nouvelle qu'on vous donne, elle est du côté de Boston, puisque Gordon Hayward devait normalement annoncer ce qu'il allait faire sur sa player option. On le sait, elle est à 34 millions, j'allais dire 24, ça ce sera vraiment une bonne nouvelle pour Boston. 34 millions de dollars, la player option de Gordon Hayward. Il devait prendre sa décision à 23h ce mardi. Il a discuté avec les Celtics, et les Celtics ont discuté avec Hayward pour essayer de décaler la date limite de cette décision à jeudi soir. Jeudi soir, il y a beaucoup de joueurs qui vont devoir justement prendre leur décision finale par rapport à leur option. On a parlé notamment d'André Drummond qui l'a déjà prise. On sait qu'on va avoir d'autres décisions prises là-dessus, il y en a de plus en plus. Concernant Boston et Gordon Hayward, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des rumeurs de transfert. On a parlé de Gordon Hayward plus les 3 pics de draft de Boston de cette draft-là, les pics 14, 26 et 30 contre potentiellement Jrue Holiday. Maintenant, Jrue Holiday, on le sait, il est dans le Wisconsin pour faire des caviars à Giannis Antetokounmpo. On a parlé aussi de rumeurs de Gordon Hayward dans d'autres franchises parce qu'il a un gros contrat de dernière année et Boston a envie de récupérer quelque chose d'intéressant contre lui. Il n'a pas non plus retrouvé son niveau maximal. Et dans cette course, il pourrait y avoir une équipe, c'est justement comme je vous le mets, Atlanta pour récupérer l'ailier. Eh bien c'est simple, à Atlanta, vous le savez, la spécialité c'est de récupérer les contrats de merde. On avait récupéré donc Carmelo Anthony il y a quelques années, mais aussi Chandler Parsons ou Evan Turner ou d'autres garçons de qualité comme ça. Eh bien justement, Monsieur Gordon Hayward pourrait rentrer dans cette catégorie-là, c'est-à-dire Boston veut faire de la place, veut essayer de récupérer des petites choses. Tenez Atlanta, on vous donne Gordon Hayward et du pic de draft pour que vous puissiez absorber ce garçon. Et nous, après, on essaye d'être intéressant sur le marché des agents libres potentiellement. Il peut aussi y avoir du sign and trade, voir comment ce que Boston et Atlanta peuvent s'entendre ensemble. Ce qui est sûr et certain, c'est que pour les Hawks qui veulent être compétitifs, qui veulent avoir des joueurs d'expérience, on peut dire ce qu'on veut, mais Hayward, dans cet effectif-là, avec un joueur comme Trae Young qui pourra le nourrir, ça pourrait lui faire du bien. Évidemment, un joueur comme Hayward a besoin d'être en confiance et d'être responsabilisé. C'était un petit peu compliqué avec le front court de Boston et l'émergence de joueurs comme Jaylen Brown ou Jason Tatum. Voilà donc pour ces grosses infos. Je vous remets le tour des informations principales qui ont été traitées dans ce Daily Draft Recap. La toute première news, évidemment, c'est donc le calendrier de la saison NBA
2021 qui a été annoncé avec de nouveaux détails. Évidemment, ce ne sont pas les rencontres qui ont été annoncées, mais avec les nouveaux détails qu'on vous remet là, et donc la répartition des 72 matchs par équipe. L'info numéro 2, c'est donc ce Play-in Tournament qui va créer beaucoup de débats sur la planète basket. Pas dans les 24 prochaines heures parce qu'on va être surtout concentré sur la draft, mais par la suite parce qu'il peut y avoir un certain sentiment d'injustice ou bien un très très gros showtime sur le mois de mai 2021. Ensuite, la news suivante, évidemment, c'était Russell Westbrook avec des petites rumeurs du côté de Washington, mais sinon beaucoup de calme autour du Brody et donc sur ce marché des transferts. Et enfin, la piste Gordon Hayward à surveiller de très très près, soit ce mercredi soir, soit jeudi après-midi. Nouvelle mixtape, voilà. Toutes les infos sont dans votre poche, dans vos oreilles, dans votre tête. On espère que vous allez bien démarrer cette journée ou bien la finir s'il est tard dans la nuit pour ceux qui ne sont pas encore allés se coucher. Moi, je vais être très très clair avec évidemment cette dernière info, elle est principale. Boum. Ce soir donc, ce mercredi soir, la draft commentée en direct. Prévenez vos voisins, prenez rendez-vous. Mettez un réveil, 1h du matin, on sera là pour tout analyser sur les pics du premier tour de la draft. On sera là de 1 à 30 avec Simon, avec Alex, avec Léon Salaprod. On a prévu un setup de grands malades. On attend ce moment depuis très longtemps. Comme vous le voyez avec tous les journaux quotidiens qu'on vous fait sur la chaîne, les Daily Draft Recap, on a été chargé en informations et on sera capable de vous révéler évidemment plein de petites choses qui ont été notées sur le clipboard. Voilà, à peu près tout ce qu'on peut vous dire. Si vous êtes sage, peut-être qu'il y aura un autre Daily Draft Recap dans la soirée pour vous donner les toutes dernières informations. Peut-être qu'il y aura aussi un pré-live. Ça, on va y réfléchir. Il faut prendre du café, recharger les batteries. On vous fait plein de bisous. C'est un grand mercredi soir qui s'annonce, mercredi 18 novembre 2020. Plein de rumeurs, de transferts et des jeunes qui vont réaliser leurs rêves. On vous fait plein de bisous. On vous souhaite un excellent début de journée. On vous rappelle que le mercredi, c'est Panzani. Et à ce soir pour la draft 2020. Bisous, ciao.